Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alès Aglo l'émission. Voici le sommaire du mois de mars. C'est l'affaire de tous. La sécurité sera le grand sujet de la rubrique On en parle, décryptée par le président d'Alès Agglomération, Christophe Rivenc. Le Zoom sur de ce mois de mars lèvera le voile sur la médiation par l'animal. Une pratique thérapeutique intrigante proposée par la ferme de l'Équilibre à Portes. Invité dans l'écho de l'écho, Nicolas Bargeton, fondateur de Serraneo et lauréat du concours Alès Audace en 2022, nous présentera une membrane filtrante innovante qui réinvente la filtration dans le secteur agroalimentaire. La jeune et talentueuse Océane Prat, alias Big Girl OC, pratique le breakdance depuis presque 3 ans et est déjà vice-championne régionale à seulement 12 ans. Laura la recevra en plateau pour parler de son parcours. Enfin, qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre château ? Histoire d'ici vous amènera à Sandras où un couple d'Australiens a acheté et rénové le château de la Phare. Avant de commencer, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous faire part de vos idées de sujets et même nous demander à venir sur le plateau d'Alès Aglo l'émission, simplement en nous envoyant un email à l'adresse de contact l'émission@alesaglo.fr. Bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Laura. Alors le grand sujet du jour, c'est la sécurité. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on recontextualise. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la sécurité sur le territoire d'Alès Agglomération ? Écoutez, déjà, la sécurité, c'est la deuxième préoccupation principale des habitants d'Alès Agglomération, comme d'ailleurs des Françaises et des Français en général. C'est donc pour nous une exigence de répondre à cette attente à travers plusieurs actions, à la fois dans la prévention, je pense qu'on va en parler, avec le CISPD, le CLSPD, mais aussi dans la présence policière aussi, et puis dans la formation, dans l'information auprès de la jeunesse, sur la citoyenneté. Enfin, la sécurité, c'est un tout. Il y a bien sûr le volet répressif, il y a le tribunal, il y a les police d'État, il y a la gendarmerie qui œuvre en la sécurité, mais les maires, à travers leur rôle d'officier de police judiciaire, que nous sommes, les maires et les adjoints aujourd'hui, nous avons un rôle important à jouer, aussi bien sur le rappel à l'ordre, aussi bien sur la mise en place de police municipale, police rurale, et c'est ce que nous faisons ici, sans faillir, sur la ville d'Alès et sur Alès Agglomération. Alors aujourd'hui, on aura 4 micro-trottoirs dans cette rubrique. J'aimerais tout de suite qu'on regarde le premier sur le sentiment des grands Alésiens vis-à-vis de la sécurité. Alors sur Alès, on se sent quand même relativement en sécurité. On voit pas mal passer la police municipale. Et jusqu'à présent, on n'entend pas trop parler d'agression. Sur Alès, ouais, je me sens en sécurité. Au centre-ville. On n'a jamais côtoyé de problème de sécurité dans les rues d'Alès en pleine journée. Je ne me suis pas senti en insécurité à Alès. J'ai vécu dans différents endroits comme Paris, je peux vous dire que j'étais en insécurité. Alors si on se sent autant en sécurité sur Alès Agglomération, c'est notamment grâce aux actions menées par le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance dont vous êtes le président. Ma question est simple, qu'est-ce qu'un CISPD et à quoi ça sert ? Écoutez, un CISPD, c'est déjà pas une compétence obligatoire de l'agglomération, mais j'ai souhaité le mettre en place avec bon nombre d'élus et de maires de l'agglomération qui voient dans cet outil les moyens de faire de la prévention. La prévention, c'est quoi ? C'est déjà observer son territoire et voir les problématiques qui s'y posent. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a eu, sur les 3 premières années de 2020 à 2023, des études, des analyses, à la fois sur le nord de l'agglomération, sur la partie urbaine, la partie périurbaine et le sud de l'agglomération, où les problèmes sont différents suivant les territoires. Bien sûr, sur la ville-centre et sur la périurbanité, c'est là que l'on rencontre le plus de problèmes liés à l'insécurité. Et les problèmes que l'on retrouve au nord d'Alès comme au sud d'Alès sont assez différents, notamment en matière, par exemple, de cambriolage, notamment en matière de violence intrafamiliale, notamment en matière de faits à personne. Les choses sont différentes. Mais pour autant, je voudrais revenir sur ce micro-trottoir. C'est aussi ce qu'on me dit. Alors, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'insécurité qu'il ne faut pas nier. Voilà, il va falloir en parler. Et les personnes qui parlaient dans ce micro-trottoir disent aussi que lorsqu'on se compare, on se rassure. J'aime souvent utiliser cette expression, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, si tout n'est pas parfait, peut-être en matière de sécurité, tout est toujours perfectible, on y travaille. En tout cas, c'est vrai que dans les villes à taille humaine, comme Alès et d'autres en France, on rencontre moins de problèmes que dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, et les gens le ressentent, notamment celles et ceux qui viennent s'installer à Alès. Et donc, il faut aussi parfois se réjouir, parce qu'on
qu'on ne peut pas passer son temps à dire que ce qui ne va pas. Et donc ce sentiment va plutôt dans le bon sens, mais il ne faut pas relâcher l'effort, bien au contraire. Oui, bien sûr. Le 28 janvier dernier, les différents acteurs du CISPD se sont regroupés pour leur grande réunion annuelle, pour faire le point, mais aussi pour trouver de nouveaux leviers. Quel constat a été fait et quels changements vont être apportés, s'il y en a ? Écoutez, déjà le CISPD, c'est une instance dans laquelle se regroupent tous les acteurs. Donc je le rappelle que si je préside ce CISPD, je suis accompagné du sous-préfet d'Alès, donc de l'État, mais également du procureur d'Alès, donc de la justice, du parquet, et également de tous les acteurs de la sécurité, donc le commissaire divisionnaire qui gère Alès et Saint-Christol, mais aussi le colonel de gendarmerie, mais aussi, et je veux le dire, l'éducation nationale très présente, les associations qui œuvrent à la fois dans la prévention, mais à la fois aussi dans toute l'œuvre sociale, et puis tous les élus maires qui sont quand même le premier recours, bien souvent, notamment dans les petites communes, en matière de sécurité. Donc voilà, ce sont des actions, ce sont des groupes de travail. Il y a déjà 3 groupes de travail, un 4e va être créé. Ces groupes de travail se rencontrent et mettent en place des actions concrètes, notamment en matière de violence intrafamiliale, je vais dire, en matière d'actions associatives, avec des actions qui sont portées, on va peut-être y revenir, et puis en matière d'observation et de sécurité autour de sécurité publique, dans lequel la vidéoprotection et d'autres outils jouent un rôle très important. Ce sont donc tous les acteurs qui se réunissent et qui essaient de mettre des actions communes. Et c'est ça une des forces de ce CISPD qu'on ne retrouve pas partout, je le dis, qui est une volonté politique forte que j'ai eue, mais que tous les maires ont eu avec moi. Donc ça veut dire que c'est là aussi quelque chose d'unanime, c'est aussi une des forces de ce territoire, et donc qui porte ses fruits sur les résultats du quotidien. Alors justement, vous parliez des maires. La grande nouveauté, c'est que la convention signée récemment entre le tribunal judiciaire d'Alès et la police nationale permet maintenant d'étendre le pouvoir judiciaire du maire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que le maire a aussi le pouvoir de sanctionner ? Bien sûr, mais le maire a le pouvoir de sanctionner sous la responsabilité du procureur. Heureusement, le maire ne devient pas un shérif ni un procureur, mais sous la responsabilité du procureur, dans ce qu'on appelle le rappel à l'ordre, pour les petites atteintes à la citoyenneté, le maire peut recevoir le jeune, la famille, pour leur mettre des prescriptions, et c'est ce qui a été signé. Alors tout ça est encadré, bien sûr, et reporté sur le parquet. Ce n'est pas... Voilà, c'est quelque chose de très encadré, heureusement, comme la justice l'est. Donc ça garantit aussi, bien sûr, toute la liberté, mais ça accélère certaines procédures, comme on le voit avec la Maison de la justice et du droit que nous avons créé aussi, qui est aussi un outil qui nous permet d'aller plus vite pour le justiciable, parce qu'il y a la sécurité, mais il y a aussi le justiciable qui doit être traité rapidement, notamment la victime, parce que c'est quelque chose qu'attendent aussi nos concitoyens, et ce pourquoi nous sommes là aussi, les élus locaux. Et quel est le but ? Peut-être aussi d'étendre ça à tous les maires de l'agglomération ? Ben écoutez, là c'est du volontariat. Il y a des maires qui veulent effectivement s'emparer de cette possibilité qu'ils ont, d'autres ne le souhaitent pas, c'est la liberté. Chacun fera comme il le sent, mais les maires ont cette possibilité désormais, qui, nous on le voit sur Alès, puisque voilà quelques années que nous avons mis ça en place, porte ses fruits, puisque pour les... Vous savez, il y a des petits... J'ose même pas les appeler des délits, mais des micro-délits, on va dire, qui peuvent vite être sanctionnés juste en se faisant taper sur les doigts, en ayant quelques mesures correctives qui calment tout le monde et qui font que la récidive est en forte diminution. Donc c'est un gain pour tout le monde, pour... le coupable potentiel, qui comprend qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi pour sa famille, mais aussi pour les victimes potentielles. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça ne remplace pas le parquet, ça ne remplace pas le tribunal, et suivant la nature des faits, le maire est totalement dessaisi et ne peut pas agir sur certains faits qui sont beaucoup plus délictuels et prévus dans tous les codes, le code pénal et d'autres codes. Et là, ça nous échappe complètement, et heureusement. Ouais, c'est plus clair. On va maintenant parler de vidéosurveillance parce que c'est un levier essentiel qui a été déployé ces dernières années pour garantir la sécurité. Elle est assez répandue en centre-ville d'Alès. On écoute tout de suite ce qu'en pensent les habitants. Je n'ai jamais pensé à ça, à la vidéovigilance, mais oui, je me sens sécure avec ça. Je suis pour la vidéosurveillance de partout. Quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. La vidéosurveillance, elle est vraiment utile. Ça doit être de partout. Souvent, les municipaux disent qu'il y a de la vidéosurveillance. Moi, j'habite centre-ville, la rue d'Avéjan, mais j'ai jamais constaté qu'il y ait des caméras ou quoi que ce soit de ce genre. Et je pense qu'ils devraient les regarder un peu plus souvent. Pour quelle raison ? Pour verbaliser les mauvais stationnements. On entend que la vidéoprotection rassure certains habitants, mais que diriez-vous à ceux qui y sont plutôt hostiles et qui s'inquiètent des caméras ?
Écoutez, c'est leur liberté de le penser, donc du coup, ils ont le droit de penser ça. Moi, je pense le contraire. Je pense que les caméras sont malheureusement un mal nécessaire. On le voit dans les résultats concrets sur la ville d'Alès, le nombre de réquisitions, c'est-à-dire le nombre d'images saisies par le parquet dans le cadre de procédures judiciaires. On le voit sur les taux de résolution qui n'ont jamais été assez élevés, parce que, je rappelle, les caméras, ça sert aussi en instantané à pouvoir intervenir en cas de problème détecté sur la voie publique, et ça permet aussi, dans le cadre d'enquête, aux enquêteurs de la police nationale, de la gendarmerie, de faire appel à ces caméras pour essayer de résoudre ces problèmes, trouver les auteurs des faits, et donc 900 et quelques réquisitions. Plus de 900 réquisitions menées grâce à la vidéoprotection en 2024. Oui, je crois un taux d'élucidation, alors là, pour le coup, pour les enquêteurs, de plus de 60%, en augmentation de 5-6 points, aussi grâce, pas que, mais aussi grâce à cette vidéoprotection, c'est important. Après, je veux dire que, effectivement, la vidéoprotection, les gens nous la demandent dans la rue. Il n'y a pas une réunion de quartier, on ne nous demande pas d'installer de nouvelles caméras. Donc, je pense que 80-90% de la population est très favorable. Nous avons aussi inauguré il y a quelque temps un CSU, donc un centre de surveillance urbaine. C'est des télés par dizaines, par centaines, je ne sais plus combien il y a d'écrans, mais plus de 90 écrans, et des opérateurs, donc qui sont là H24, et 7 jours sur 7. Pour contrôler Pour contrôler, ça veut dire qu'ils surveillent les 200-250 caméras sur la ville en temps réel. Alors, on ne peut pas tout voir en temps réel, mais de toute façon, tout est enregistré et gardé, je ne sais plus, 2 ou 3 semaines. Après, il est effacé, puisqu'on ne conserve pas ces images. Nous ne pouvons pas faire état des images. Nous ne regardons pas à l'intérieur. Je le dis, c'est surveillé. Il y a beaucoup de surveillance. Les propriétés privées, tout est flouté à l'intérieur des maisons. Bien sûr que les caméras ne peuvent pas aller à l'intérieur des maisons. Et heureusement, ça veut dire que dans le domaine privé, on est libre, voilà. Et puis sur la voie publique, quand on n'a rien à se reprocher, de se faire filmer, voilà. Et puis de toute façon, ces images ne peuvent être utilisées, je le rappelle, pour rassurer les gens, que dans le cadre de procédures judiciaires, jamais par le maire, par les élus. Nous n'avons pas le droit d'utiliser ces images, et voilà. Et au quotidien, je sais que quand tout d'un coup vous voyez un délit, quelqu'un qui se fait plus ou moins pousser, violenter, que c'est vu qu'on envoie une patrouille de police municipale, par exemple, ou de police nationale, suivant l'enjeu, qui en moins de 2 minutes est sur place, écoutez, ça peut rassurer. Et surtout, ça, je pense, ça dissuade pas mal d'actions potentiellement délictuelles de certaines personnes qui se savent surveiller. Donc voilà, c'est une bonne chose. On peut le regretter, c'est la société dans laquelle nous vivons, et donc il faut toujours pallier aux problèmes, et ça en fait partie, et donc nous continuerons d'investir dans les caméras, parce que c'est une demande forte de la majorité de la population, et nous sommes là pour leur être agréable. Justement, vous continuez d'investir dans la vidéoprotection. Est-ce qu'il y aura de nouvelles caméras installées à Alès, peut-être dans d'autres quartiers? Est-ce qu'il y a des zones ciblées particulièrement? Bien sûr, nous continuerons à développer les caméras. Alors, il faut des réseaux, parce qu'on ne peut pas mettre une caméra n'importe où. Il faut des fibres optiques, il faut des poteaux. Il faut que les caméras puissent avoir une vision importante. Donc, les caméras sont déployées. Chaque année, on continue à mettre des caméras. Il y a des caméras partout, y compris sur la rocade, y compris des caméras aux entrées de ville, ici comme ailleurs, y compris au centre-ville, bien sûr, mais pas qu'au centre-ville, dans tous les quartiers. Après, il y a des caméras qui sont détruites par des personnes qui ont intérêt à ce qu'on ne les voit pas, elles sont remplacées, elles sont parfois à nouveau détruites. On n'a pas encore trouvé de solution vraiment pour garantir la sécurité de ces caméras, mais bon, nous, comme d'autres villes... C'est une des réflexions du CISPD d'ailleurs. C'est une des réflexions effectivement du CISPD, comment rendre ces caméras inviolables, entre guillemets, pour être sûr d'avoir une action concrète sur l'action de certains fauteurs de troubles. Donc voilà, on y travaille, mais il n'y a pas qu'Alès, et Alès est peut-être un peu moins concerné que certaines autres grandes villes, donc je fais confiance aux chercheurs et aux sociétés pour trouver de quoi nous sécuriser totalement ces caméras qui vont sécuriser à leur tour la population. J'aimerais qu'on parle de la police municipale. Écoutons d'abord l'avis des grands Alésiens. Il y a une présence un petit peu de gendarmes ou de police. Il y a du travail qui est fait, qui semble être un bon travail, donc non, il n'y a pas de problème particulier. Je pense que l'action de la police municipale et rurale est très dynamique. On les voit souvent passer en ville et même en dehors de la ville. Alors les gens le disent, la police municipale d'Alès est efficace, elle s'est fortement renforcée ces dernières années, nouveaux effectifs, nouveaux locaux. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, la sécurité avec la santé, je le rappelle, fait partie des principales préoccupations des habitants d'Alès et d'ailleurs.
Et ben donc nous répondons à cette attente et nous voulons une ville où nous vivons le plus possible en sécurité. La qualité de vie et la qualité de ville que je défends depuis des années, ça passe aussi par la sécurité. Donc nous avons pris la décision avec Max Roustan d'investir dans la police municipale, nouvel hôtel de police municipale, nombreuses embauches, création de brigades de tranquillité publique, aujourd'hui brigades de nuit, centre de vidéoprotection, nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc 2 chiffres pour se bien comprendre. Et que nos téléspectateurs le comprennent bien. Quand nous sommes arrivés à la mairie en 1995, il y avait 5 agents de police municipale. 5. Aujourd'hui, il y en a 100. Le budget, tout compris de la police municipale, y compris des formations nombreuses pour l'armement et tout ça, c'est quasiment 10% des dépenses du budget de fonctionnement de la ville d'Alès. C'est énorme, c'était 0,5% de dépenses en 95. C'est parce que c'est une attente et un besoin. Nous ne faisons là que répondre à une attente et une volonté de la population. Et donc, moi, je suis heureux de voir que les gens dans la rue, dans le micro-trottoir, remarquent la présence de ces policiers parce que c'est vrai que bien souvent, ceux qui viennent vers nous, c'est ceux qui viennent râler. Et donc, c'est vrai qu'en centre-ville, on a entendu, il y avait des SDF, il y avait des choses comme ça, des problèmes de sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une brigade de tranquillité publique où, dans le cadre de la loi, et je le dis bien, et j'en profite aussi pour le dire, on n'est pas shérif, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas agir en dehors du cadre légal. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que la police municipale ne peut pas faire, et heureusement, dans un état de droit, hein, et ça protège aussi les citoyens. Et donc, on agit, on relève des infractions, on verbalise, on évacue les personnes lorsqu'elles créent un trouble à l'ordre public, mais tout ça dans le cadre légal. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de remarques négatives contre les faits de la police municipale, mais bien au contraire, que ce soit le parquet ou le sous-préfet, nous sommes toujours félicités parce que nous avons la chance d'avoir une très belle police municipale, des agents très investis et qui sont là pour la sécurité, notre sécurité au quotidien. Et donc tout ça dans un cadre. Donc on ne peut pas faire tout ce que... Je ne dis pas qu'on aimerait faire, mais ce que les citoyens aimeraient que nous fassions. Oui. Hein, et heureusement, peut-être aussi, il faut que la loi, ça dépend pas de nous, hein, au ministre de l'Intérieur et d'autres, la loi se durcisse un peu, donner plus de prérogatives, et ça, je milite pour ça, aux policiers municipaux, qui, contrairement aux policiers nationaux, n'ont pas non plus toutes les prérogatives, ils ne sont pas OPJ, oui. Et donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui est dommage, notamment aussi pour aider nos collègues de la police nationale. Donc il va falloir légiférer pour leur donner plus de pouvoir, pour agir encore plus fortement dans leur mission de sécurité. Mais nous avons des gars et des filles, parce que c'est mixte, la police municipale, remarquables, qui sont vraiment engagés dans leur politique. Depuis 2021, Alès Agglomération met à disposition des 71 maires de toutes les communes une police rurale. C'est la brigade des gardes champêtres qui est composée de 8 agents de police. Pourquoi avoir pris cette décision ? Ben là aussi, c'est pareil. C'était beaucoup de maires qui n'ont pas les moyens de payer avec leur budget communal de police municipale. Certains maires qui ont des polices municipales avec pas assez d'agents ont besoin de temps en temps d'un apport supplémentaire. Donc on l'a fait longtemps avec ce qu'on appelle mise en coopération des polices municipales entre elles, mais ça déshabille Alès pour habiller Paul. Là, c'est les Alésiens qui la payent, cette police. Du coup, j'ai proposé en 2021 la création de ces gardes champêtres, qui a reçu l'assentiment général de tous les maires, l'unanimité, une fois de plus à l'agglomération, et donc ces agents interviennent potentiellement dans l'agglomération, avec notamment sur toutes les politiques publiques portées par l'agglomération, les atteintes à l'environnement et autres, mais aussi lorsqu'ils sont mis à disposition, comme le dit les textes des maires, pour intervenir sur la sécurisation d'un événement, sur la police de la route, sur la surveillance des rivières l'été. Voilà, il y a beaucoup de ces actions. 8 agents, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Donc c'est beaucoup par rapport à avant, parce que là aussi sont des charges de fonctionnement importantes. Oui, mais c'est vrai que l'agglomération est grande. Mais l'agglomération est grande. Mais pour l'instant, voilà, on est autour de ces 8 agents. Là aussi, je veux leur tirer mon chapeau, parce que ce sont des agents, filles et garçons, qui sont très très engagés dans leur métier, dans leur fonction. C'est un métier qu'on fait par passion. On ne tombe pas dans la police municipale, nationale, la gendarmerie par hasard. C'est des métiers passion, c'est des métiers d'engagement, c'est des métiers où aussi, quelque part, et je veux le dire à celles et ceux qui nous écoutent, les agents mettent leur vie en péril, et sans parler de leur vie, leur santé en péril, ou leur intégrité physique en péril, potentiellement. Et donc c'est très important aussi d'avoir un soutien à nos policiers, et comme je le dis souvent, je profite une nouvelle fois de cette émission, moi je remercie une fois de plus nos policiers, nos gendarmes, policiers municipaux, policiers ruraux et sapeurs-pompiers, de tout ce qu'ils font pour notre qualité de vie, notre sécurité au quotidien. On ne les remercie pas assez.
Et je crois qu'il faut savoir dire merci, vous savez. Il faut savoir dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, mais il faut aussi savoir dire aux gens qui nous rendent service merci, et ça c'est important. On nous a demandé d'ailleurs lors de la réalisation de ce micro-trottoir quel était exactement le rôle de la police rurale. Donc j'en profite pour vous repartager là sur l'écran le lien vers le reportage de la rubrique Zoom sur de l'émission du mois dernier. Vous pourrez y découvrir dans un reportage en détail l'émission des gardes champêtres. Christophe Rivinc, comme partout, il y a forcément encore des choses à améliorer en termes de sécurité. Certaines personnes soulignent parfois d'ailleurs un sentiment d'insécurité en centre-ville. On les écoute. Il y a un moment, j'avais des soucis quand j'allais promener mon chien au bord du Gardan parce qu'il y avait des personnes avec des chiens parfois un peu sauvages. Pour moi, c'est des gens qui font la manche, c'est comment vous dire, c'est du harcèlement, quoi. Les garçons, si je peux me permettre tout ce qui est dit et tout, le manque d'éclairage aussi. Oui, que beaucoup de magasins ont fermé, donc une ville beaucoup moins mouvementée, moins de monde, donc les rues désertes peuvent provoquer de l'insécurité et de l'angoisse. Des fois, j'ai l'impression un peu d'être suivie ou qu'il y a des personnes qui sont un peu mal intentionnées. Surtout par des garçons plutôt jeunes, donc c'est un peu inquiétant, mais ça dépend des fois. En fait. Ça dépend de qui on peut croiser. Et je pense pas qu'ils puissent faire grand chose en fait. C'est surtout le comportement des gens et on peut pas y faire grand chose. À part patrouiller, il n'y a pas grand chose à faire. Ils le font déjà. Qu'est-ce que ces réactions vous inspirent ? Oui, alors ça m'inspire effectivement ce sentiment d'insécurité dont tout le monde parle. Ils nous le disent. Dans la rue, ils me le disent, notamment, c'est vrai, ces sentiments d'être harcelés par des personnes qui mendient, cette agressivité qui fait peur à beaucoup de personnes. Je veux rassurer sur les faits dénoncés, sur les plaintes déposées, on n'est pas sur des taux extrêmement importants, mais ce sentiment est réel. Et nous, nous ne nions pas. C'est pour ça que nous essayons d'y lutter par beaucoup de patrouilles, parce que quand vous êtes... Il faut savoir qu'en centre-ville à l'Est, par exemple, à toute heure du jour et presque de la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, il y a une patrouille à moins de 2 minutes de chaque point d'intervention. Donc ça veut dire sur un simple appel aujourd'hui, en moins de 2 minutes, vous avez une patrouille sur place. Ce qui veut dire que ça doit rassurer les gens. Et cette présence policière rassure les gens. Après, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on est dans un cadre légal, on ne peut pas prendre les gens par la peau des fesses et les virer si jamais ils nous embêtent. Nous prenons des arrêtés réguliers anti-mendicité, mais ces arrêtés ne peuvent pas être permanents aussi. Les tribunaux administratifs les cassent. Donc là, pour cet été, il va y avoir encore un arrêté anti-mendicité, des arrêtés anti-chiens errants. Donc nous prenons ces arrêtés sur des périodes déterminées, telles que le veut la loi. Peut-être que là aussi la loi doit changer. Et la police, fort de ces arrêtés du maire, intervient comme ils le peuvent et sur appel, et je peux vous garantir qu'on est très présent. D'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi, toutes les actions des polices municipales sont consignées. Il y a un livret qui explique toutes les procédures qui sont faites, et on s'aperçoit qu'il y en a quand même de très nombreuses, des centaines qui sont faites, et qui permettent aussi de passer ce sentiment à celles et ceux qui veulent mettre un peu le bins, pour parler, qu'à LS, on ne se laisse pas faire. Et donc ça se dit bien, et donc voilà, ça a une action. Je voudrais aussi dire, parce qu'on n'a pas parlé, une des demandes, parce que c'est aussi de la sécurité, mais la plus routière, quand nous sommes dans les réunions de quartier avec Max Roustan, hier encore, on parle de vitesse aussi. Donc la police municipale a aussi une action de prévention de vitesse. On parle des crottes de chiens, d'éjections canines, sur lesquelles on nous appelle de plus en plus à verbaliser. On nous parle aussi, bien sûr, des atteintes à l'environnement, sur lesquelles nous verbalisons. Et j'en profite pour le dire aussi, ça fait partie de la qualité de vie. Et donc, quand des dépôts sauvages de déchets, quand on prend les gens, soit sur le fait, soit après une enquête, ça peut être jusqu'à 1 500 € d'amende. Voilà, ça c'est aussi le rôle de la police d'environnement. La police municipale, ça fait partie de la qualité de vie. Et la vitesse, c'est vrai que c'est aussi des choses sur lesquelles on doit intervenir. On est partout. En fait, on est partout, et la police municipale vient et supplée partout les polices nationales et gendarmeries dans les actions du quotidien pour rendre la vie plus belle aux gens. Mais vous savez, je veux le dire aussi, c'est pas toujours pour les élus que nous sommes, verbaliser, c'est pas ce après quoi on court. Et pourtant, il faut le faire parfois, parce que l'exemple de la sanction, quelque part, ça donne aussi ce sentiment d'une ville qui est gérée, d'un territoire dans lequel on vit bien. Donc ouais, c'est très compliqué pour les élus, mais on l'assume, mais voilà, c'est un juste équilibre entre la prévention, la sanction et surtout la dissuasion. J'aimerais qu'on parle un peu de prévention pour terminer, parce que ces deux jeunes filles dans le micro-trottoir nous le disent, elles se sentent parfois suivies. C'est vrai qu'en tant que femme, on a toujours tendance peut-être à se sentir un peu moins en sécurité que la gente masculine. Pourriez-vous nous parler du dispositif Angela ? À quoi ça sert ?
Écoutez, effectivement, voilà une bonne action qui a été mise en place dans le cadre du CLSPD de la ville d'Alès par une élue, Alexandra Lagulon, qui le portait avec les agents du CLSPD, qui est étendue aujourd'hui sur l'agglomération. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de sensibiliser un certain nombre d'acteurs en faisant des lieux refuges potentiels. On se sent suivi potentiellement, on se sent menacé. On rentre dans une boutique ou dans un service public, la mairie, les médiathèques, les choses comme ça, et on a des agents d'accueil à qui on peut confier cet état de fait, qui vont prévenir les services d'intervention, la police municipale, et vous mettre en sécurité immédiatement. Donc ce sont des lieux refuges, des lieux de sécurité, partout où il y a un autocollant, un petit macaron sur la vitre, un dispositif Angela. Et aujourd'hui, les nombreuses communes sur l'agglomération veulent l'étendre sur leur commune, et c'est important. On aurait pu parler aussi, mais ce sera peut-être l'objet de notre émission, sur la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, qui fait partie là aussi de la sécurité de nos jeunes, et qui me tient énormément à cœur. On a été dans les collèges, on a distribué des petits flyers. J'ai été moi-même rencontrer certains jeunes parce que c'est un vrai fléau aujourd'hui pour la jeunesse. Voilà, tout ça, ça fait partie de la sécurité. Vivre heureux. À quoi rêver de mieux ? Et moi, ce que je veux proposer aux habitants du territoire de la ville d'Alès et de l'agglomération, c'est ici vivre heureux ensemble. Et puis ensemble, ça veut dire aussi bien les uns avec les autres. Merci beaucoup Christophe Rivinc pour cet échange très complet. Merci beaucoup Laura. Alors le journal Alès Agglo consacre sa une ce mois-ci à la sécurité. Vous pourrez donc y retrouver une page complète sur le sujet dans le journal qui est d'ailleurs sûrement déjà dans votre boîte aux lettres. Passons maintenant au Zoom sur du mois. Les animaux n'ont pas besoin de mots pour soigner nos maux. C'est la magie de la médiation par l'animal que nous explorons tout de suite en images. Et si les animaux avaient des super pouvoirs ? Les bienfaits de la médiation par l'animal sont en tout cas très impressionnants. La ferme de l'équilibre a été créée à Portes il y a 5 ans par Adeline Miège, diplômée en équithérapie et en médiation par l'animal. Dans ce havre de paix face au château et aux Cévennes, Adeline et son équipe de soignants à poil et à plumes accompagnent toutes les personnes fragilisées ou âgées, atteintes de troubles psychologiques, en difficulté d'adaptation, d'apprentissage ou plus largement en souffrance après un traumatisme. La médiation par l'animal, c'est un contact direct avec l'animal. Il y a 5 objectifs principaux. Donc on va travailler sur toute la sphère sensorielle, donc les 5 sens. On va travailler sur la mémoire, principalement avec les personnes âgées. On va travailler aussi sur l'envie de faire. On va travailler bien sûr et principalement sur le plaisir. Et on va travailler aussi sur toute la notion de partage. Ici, chiens, chats, chevaux, lapins, cochons d'Inde, poules, chèvres et cochons vivent en harmonie et apportent par leur simple contact un réconfort et apaisent chaque personne en détresse qu'ils côtoient. Mais alors, pourquoi la relation avec l'animal est-elle si efficace ? Le lien avec l'animal, il peut être utile parce que l'animal, il n'est pas jugeant. Il recherche l'absence de stress. Il fonctionne sur un mode archaïque et la communication est souvent infraverbale. Du coup, ça permet aux gens, aux jeunes, aux personnes en fait fragilisées d'aller plus facilement vers l'animal qu'ils ne pourraient aller vers un être humain. Ça leur permet aussi de débloquer certaines choses puisque ce contact, cette douceur de l'animal, cette façon de fonctionner de l'animal sur ce mode archaïque, ça leur permet de lâcher prise sur certaines choses. Ce jour-là, ce sont les jeunes du centre Épide d'Alès-la-Grand-Combe qui sont en visite à la ferme pour une séance de médiation canine. Pour commencer en douceur, Adeline présente aux participants ses 4 chiens. Les jeunes se familiarisent avec eux en les brossant et en les câlinant. Puis, c'est l'heure des exercices. En fonction des préférences naissantes, chaque jeune choisit un chien pour travailler avec lui sur un parcours d'obstacles. Le premier passage se fait en laisse pour repérer le circuit avant de se jeter à l'eau en liberté. Pour réussir à emmener le chien où ils le veulent et terminer le parcours avec le moins d'erreurs possible, les jeunes doivent adapter leur mode de communication et leur langage corporel. Un lien, une connexion peut ainsi s'établir avec l'animal. Petit à petit, ils s'affirment et prennent confiance en eux sous les encouragements de leurs camarades. En fin de séance, c'est le moment de débriefer et de révéler aux jeunes les différents objectifs travaillés. La confiance en soi, la maîtrise du geste, la peur du regard des autres ou l'accomplissement par exemple. Cet exercice est un parmi tant d'autres de la médiation par l'animal qui montre que les animaux ont décidément beaucoup à nous apporter et à nous apprendre.
Comment un petit objet peut-il révolutionner la filtration du secteur agroalimentaire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Nicolas Bargeton, fondateur et dirigeant de Ceraneo. Bonjour Nicolas Bargeton. Bonjour Laura. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos spectateurs, en quelques mots assez simples, l'activité de Ceraneo? Alors Ceraneo, c'est une toute jeune entreprise qui a été créée donc en 2023. Nous sommes 3 personnes aujourd'hui. Et donc nous sommes situés sur Alès, dans la zone du Croupillac, donc au sein du complexe technologique de l'Institut Mines Télécom. D'accord. Et notre activité donc consiste à apporter de la limpidité et de la stabilité aux vins biologiques, donc grâce à un équipement de filtration, dont l'innovation repose sur une membrane céramique. Et nous proposons cet équipement donc à des professionnels qui sont des industriels de l'agroalimentaire ou directement des exploitations vinicoles. D'accord. Pour quel type de clients vraiment plus précisément travaille Ceraneo au quotidien? Alors ça peut être directement des vignerons, des toutes petites exploitations avec un vigneron qui a une problématique sur son vin et qui souhaite produire plus et mieux. Et d'où vient cette idée alors d'avoir créé une nouvelle membrane filtrante? Alors moi j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la filtration membranaire. Et je suis également passionné par la fabrication additive, et j'ai voulu réunir ces deux mondes-là pour démocratiser cette technologie et la proposer donc au plus grand nombre, et notamment donc aux petites exploitations vinicoles qui sont moins bien armées face aux impacts du changement climatique. Vous avez été incubé à l'IMT Minalès pour développer cette fameuse membrane. Vous en avez apporté un prototype. J'aimerais qu'on prenne le temps de la regarder. Comment ça fonctionne ? Alors oui, effectivement, donc j'ai été incubé donc au sein de l'incubateur de l'école des Minalès pour passer de l'idée à un projet structuré et pour aboutir donc à un produit commercialisable. Donc je suis pas venu avec l'équipement de filtration complet, mais je suis venu avec le cœur de notre technologie qui est une membrane en céramique et donc qui est en fait un filtre, mais qui va être capable d'arrêter des particules qui sont 1000 fois plus petites qu'un cheveu. Oh, okay. Et donc, pour le secteur vinicole, ça va permettre d'arrêter des particules en suspension pour donner de la clarté au vin, ou bien d'arrêter des levures ou des bactéries pour rendre le vin stable dans le temps. Voilà. Et donc, cette membrane, elle est mise au sein de notre équipement de filtration. Et sous l'effet de pression et de vitesse qu'on va contrôler, on va forcer le vin à traverser donc le matériau poreux. Tous les contaminants vont rester à la surface de notre membrane, les petits canaux blancs que vous voyez. Le vin ainsi filtré donc va cheminer à travers ces canaux pour aboutir donc sur un canal central qui va être collecté et envoyé dans une autre cuve pour après ou directement mis en bouteille. Et pour les vignerons, quelle est la valeur ajoutée alors de cet objet par rapport à ce qui se faisait déjà sur le marché ? Alors, sur le marché, donc, il existe des anciennes technologies de filtration qui sont des terres de diatomée ou des filtres à plaques. Ce sont des technologies donc, qui génèrent des déchets qu'il va falloir retraiter après la filtration. Et donc, grâce à cet équipement, on va pouvoir limiter ces déchets et également moins consommer d'énergie et moins consommer d'eau. C'est un gain de temps aussi, j'imagine. C'est un gain de temps, c'est moins de perte de vin pour le vigneron parce qu'on a un équipement qui est à sa dimension et à son échelle. Et avec quel type de matériaux est-ce qu'on parvient à fabriquer ce filtre ? Alors, sans révéler tout le procédé, donc on a fait le choix de partir sur des matières premières exclusivement françaises. Donc on a sélectionné donc, des céramiques pour leur alimentarité. Et donc on les transforme avec des technologies donc, qui n'utilisent pas du pétrole. Et également, on ne génère aucun déchet nocif pour l'environnement. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres utilisations pour ce filtre dans d'autres secteurs ? Oui, effectivement. Donc là, nous, le premier marché, c'est celui du vin, parce que la région est très vinicole. Mais on pourrait tout à fait l'appliquer donc, dans les jus de fruits, dans le lait et dans tous les produits donc, liquides agroalimentaires. Quels sont les projets aujourd'hui pour Ceraneo ? Alors, Ceraneo, aujourd'hui, on va lancer un projet ambitieux. On aimerait donc intégrer l'intelligence artificielle dans notre équipement de filtration. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir, donc, grâce aux données collectées donc, au plus près des producteurs, leur
apporter une solution qui soit vraiment spécifique donc à leur cépage ou à leur parcelle. Et donc justement, on cherche donc un nouvel atelier un petit peu plus grand pour pouvoir nous développer et produire ce nouvel équipement. Toujours sur le territoire d'Alès Agglomération? Oui, toujours sur Alès Agglo. Ouais. D'accord. Vous avez été lauréat du concours Alès Audace en 2022. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Oui, effectivement. Donc, on a été lauréat en 2022. Pour nous, ça a été un tremplin. Ça a accéléré les choses. On a bénéficié d'une enveloppe de 5 000 €, donc qui nous a permis d'avoir de lancer les premières fabrications et d'acheter les matières premières. Super. On a été également accompagné par Leader Alès, donc pour justement structurer l'entreprise. Et puis, on a pu bénéficier donc de local au sein de la SAEM pour démarrer les premières fabrications. Et également, on a bénéficié du savoir-faire de l'Institut Mines Télécom et des anciens chercheurs, notamment la partie microbiologie, la partie matériaux. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents dans ce secteur avec ce type d'innovation? Alors oui, alors ce sont les anciennes technologies de filtration que j'ai citées, puis c'est aussi les prestataires de filtration, mais qui vont se déplacer donc chez les vignerons pour filtrer la totalité de leur vin. Alors que nous, on va proposer aux vignerons de filtrer uniquement une cuve bien déterminée au moment opportun que le vigneron ou l'œnologue auront choisi pour justement traiter une cuvée spécifique. Et comment fonctionne Ceraneo? Est-ce que toute la fabrication est internalisée et à Alès? Oui, exactement. Ouais. Que ce soit donc la membrane de filtration ou bien l'équipement, donc on fabrique la totalité de nos produits grâce à des outils et au sein donc des ateliers de l'école des mines d'Alès. Puisque vous cherchez un nouvel atelier, est-ce que vous envisagez peut-être de recruter? Oui, bien sûr. On va avoir besoin de monteurs, de soudeurs. Et également d'automaticiens, d'ingénieurs donc en intelligence artificielle et également d'experts en membrane céramique. Pourquoi, d'après vous, est-ce que ce type d'innovation peut être une force pour le territoire d'Alès Agglomération? C'est les technologies du futur, donc ça permet d'innover, de proposer des solutions plus respectueuses de l'environnement et puis on apporte beaucoup de valeur ajoutée justement aux produits et notamment au vin. Merci beaucoup Nicolas Bargeton d'avoir été avec nous pour parler de Ceraneo. Merci à vous. Voici tout de suite les actualités de ces dernières semaines. Elles étaient 10 à concourir pour la couronne tant convoitée. Samedi 8 février, l'élection de Miss Alès s'est déroulée au parc des expositions d'Alès Agglomération. Comme le veut la tradition, l'élection de Miss Alès ouvre le bal des élections en région. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, était donc présente pour exercer son rôle de jury pour la toute première fois. C'est un honneur pour moi de me trouver dans cette région et j'ai eu la chance de voir les candidates en avant-première qui sont toutes très sympathiques. Je leur ai donné quelques petits conseils, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas besoin de moi pour nous préparer un beau show et je suis très contente d'être là, vraiment. Sylvie Tellier, Miss France 2002 et présidente d'honneur du comité Miss France, a présenté cette soirée de gala organisée par la ville d'Alès. Pendant près de 3 heures, les 10 candidates et l'orchestre Cocktail de nuit ont offert un magnifique show aux 1500 spectateurs. Les candidates au titre de Miss Alès ont défilé 4 fois sur le podium, sur le thème de la Grèce antique, en clin d'œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En maillot de bain. En robe de mariée. Et enfin, en tenue de soirée. Peu avant minuit, la candidate numéro 7, Lou Sanchez, a été élue Miss Alès 2025. Originaire de Crevier-Lascours, la jeune femme de 19 ans poursuit des études de psychologie à Montpellier. Après avoir assisté aux 2 dernières élections de Miss Alès dans le public,
Lou a été encouragée par ses parents pour s'inscrire au concours de beauté. Pétillante, la jeune femme a séduit le jury et le cœur des Alésiens, notamment par son naturel et sa spontanéité. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce que je crois en la capacité de chacun à évoluer et à se dépasser. Je serai fière de représenter Alès, car peu importe où la vie me conduit, je suis née ici et je suis une vraie Cévenole. Merci. Léa Stroll, 24 ans et étudiante en droit, a été élue première dauphine. Le titre de deuxième dauphine a été remporté par Lilou Viane, âgée de 19 ans, qui poursuit des études dans le secteur du tourisme. Toutes les trois très soudées, elles ont donné leurs premières impressions en descendant du podium. Beaucoup de joie, vraiment de la surprise aussi. Soit était toute méritante, vraiment chacune d'entre nous était méritante. Donc très contente, très heureuse de ce que je vis aujourd'hui, de l'expérience qu'on a vécue et de tout ce que je vais vivre après. Vraiment, je suis très impatiente de découvrir mieux la ville d'Alès et d'apporter tout ce que je peux à cette ville. Hyper émue et je pensais pas non plus avoir le couronne ce soir et je suis vraiment très contente que ce soit Lou qui l'ait et même je suis très contente que la première dauphine soit Léa. Elle le mérite vraiment. Au total, 3 300 € ont été offerts par la municipalité aux 3 jeunes femmes, ainsi que de nombreux cadeaux des commerçants locaux. La Miss et ses 2 dauphines conservent notamment la robe de mariée et la robe de soirée dans lesquelles elles ont défilé. En tant que Miss Alès 2025, Lou Sanchez participera à la demi-finale de Miss Languedoc le 26 juillet. Si elle parvient à passer cette étape, elle pourra défendre son titre à domicile, puisque cette année, la finale de l'élection de Miss Languedoc aura lieu à Alès le mercredi 30 juillet prochain. Lou représentera la capitale des Cévennes durant les 12 prochains mois et participera, ainsi que ses 2 dauphines, à tout le calendrier des animations festives et culturelles de la ville. Après 2 jours de pluie, le soleil a fait son retour ce dimanche 9 février pour l'étape finale de la 55e étoile de Bessèges. Une 60aine de coureurs se sont élancés dans le contre-la-montre 100% alésien. Du centre-ville au quai du Gardon, jusque dans les pentes de l'Ermitage, le parcours de 10 km a achevé une semaine d'efforts. Après sa victoire le samedi au sommet du Mont Bouquet, Kevin Vauquelin s'est une nouvelle fois imposé. Le Normand, qui avait fini 2e en 2024 à seulement 2 secondes de Mats Pedersen, a ainsi pris sa revanche. Il s'était imposé en 15 minutes et 2 secondes. Il fera un tout petit peu moins bien, mais qu'importe. C'est la victoire qui va lui appartenir. Le voilà, le vainqueur de l'étoile de Bessèges, Kevin Vauquelin, sous les applaudissements. Il termine premier au classement général devant Dylan Teuns et Kevin Genietz. Tu avais gagné l'étape le dernier jour, mais tu es passé tout près de la victoire au général. Cette année, la situation est bien différente. Ouais, l'année dernière, c'était pas mal de frustration, même malgré la victoire finale, parce que là, seulement 2 secondes, on se dit qu'on peut les avoir sur toute une semaine. Donc là, ouais, c'est le travail de tout l'hiver qui paye. La différence cette année, c'est qu'il y avait le Mont Bouquet, et c'est vrai qu'on le savait hier, c'était une arrivée pour toi. Tu as frappé très fort d'entrée de jeu. Oui, voilà, je savais que c'était une arrivée en côte, une bosse qui me correspondait, je la connaissais. Donc je préférais vraiment enfoncer le clou dès la première occasion. Décidément, tu te sens bien ici dans le Gard. 3 fois tu viens à l'étoile de Bessèges, 1 fois 4e, 1 fois 2e, 1 fois vainqueur. Oui, c'est plutôt pas mal. Voilà de quoi peut-être acheter un petit terrain ici dans le département à l'avenir. Merci beaucoup Kevin Vauquelin, le vainqueur de la 55e édition. Ambiance et convivialité étaient les maîtres mots ce dimanche 16 février pour le traditionnel repas des aînés. Organisé par la ville d'Alès, plus de 2100 convives se sont réunis au parc des expositions d'Alès Agglomération. Bon, tout simplement, je crois que cette petite journée qu'on a voulu, sympathique, tranquille, vous êtes nombreux à l'apprécier. Donc sachez que depuis 22 ans, on le fait et qu'on va continuer à la faire. Beaucoup m'ont posé la question. Rassurez-vous, rassurez-vous. Vous avez un représentant qui va arriver, qui sera 100 fois meilleur que moi, c'est Christophe. J'ai 80 ans. À un certain moment, évidemment, vous le savez, il faut prendre quand même un peu de recul. On n'a pas toujours l'esprit vif comme on avait à 20 ans et le coup de poing moins facile. Donc, aucun souci pour vous, ça continuera tranquille, cette belle journée qui vous est offerte. Ce rendez-vous est effectivement toujours autant apprécié des Alésiens. L'ambiance, retrouver des personnes que je n'avais pas vues de très longtemps. Et l'organisation est très bien, on passe une très bonne journée, tout le monde ensemble. Le repas, ils sont bons,
très bons repas chaque année. Tout est parfait. Ben, écoutez, c'est très très bien parce que ce que la mairie elle fait, nulle part ailleurs vous trouverez ça, dans tout le département ou même aux alentours. Et deuxièmement, on est très bien reçu. Je crois qu'on est passé 2000. Et là, laissez-moi vous dire qu'il y a de l'ambiance, il y a du théâtre, il y a Alfred Cancan et des danses pour les jeunes, pour les personnes âgées, etc. Donc ça donne un peu de piment. Après la remise des paniers garnis aux centenaires et doyens de la manifestation, les convives ont profité du repas concocté par le traiteur Cabiron, ainsi que de l'animation musicale assurée par l'orchestre Glam Events. La journée s'est poursuivie avec l'ouverture du bal. Depuis 5 ans, le Salon Wine Paris réunit des milliers de professionnels des vins et spiritueux pour célébrer les terroirs français et internationaux. Il accueille bien sûr quelques-uns de nos breuvages d'IGP Cévennes. Et pour donner un coup de pouce supplémentaire à nos bons produits cévenols, l'Agglo d'Alès vient d'organiser un mini-salon off le temps d'une soirée au pied de la Tour Eiffel en parallèle de cet événement. Dans le cadre du Salon Wine Paris, nous avons souhaité organiser ce qu'on appelle un off, c'est-à-dire trouver un lieu un peu privilégié, en l'occurrence la Seine, sous la Tour Eiffel, pour réunir des produits d'exception du terroir. Il y a plus d'une dizaine de producteurs, de viticulteurs de l'IGP Cévennes et du territoire qui sont présents, et puis également les produits, le Baron des Cévennes, l'Oignon Doux des Cévennes, les pélardons, le miel. C'est l'occasion pour nous de faire connaître mieux la valeur et la qualité des produits cévenols. Et il faut que la capitale et le monde entier connaissent cette valeur dans l'intérêt économique de notre territoire. L'occasion pour quelques-uns de nos meilleurs producteurs de pouvoir monter à la capitale pour faire la promotion de leurs produits. Moi j'ai beaucoup aimé cette cuvée, tout simplement parce qu'il y a énormément de fraîcheur. Pour une cuvée qui est un petit peu boisée, qui est passée sous barrique, on est sur un vignoble à certaine altitude et qui confère énormément de fraîcheur au vin, dans un climat qui est plutôt sudiste, et du coup ça crée vraiment un bel équilibre. Alors moi je suis sommelier formateur, je forme des sommeliers à La Rochelle. Voilà. L'intérêt c'est de présenter nos vins, qui sont des vins très qualitatifs avec un joli terroir et des très beaux cépages. Et comme c'est une appellation qui est peu connue sur la région parisienne, c'est de venir faire un petit peu de promotion et faire revoir tous les bons produits que nous pouvons produire dans notre belle région. Le concept est bien et le lieu est parfait. Alors nous on est présents pour la Société Nectar du Soleil, donc pour promouvoir les miels IGP Cévennes. Donc essentiellement miel de Cévennes et de châtaignier. C'est une belle initiative pour promouvoir nos produits des Cévennes, quels qu'ils soient, que ce soit le miel, les oignons, les pélardons. Je suis venu avec les collègues vignerons ici à Paris pour présenter les vins de notre territoire. Et comme on disait tout à l'heure, on est ce soir 25 vignerons, mais on n'est pas concurrents, on est collègues et complémentaires surtout. Le faire en commun et être accompagné par des professionnels et en plus avoir les moyens, être aidé en tout cas financièrement pour réaliser cette opération, ben ouais, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se faire sans toute cette organisation. Franc succès grâce à l'accompagnement très professionnel et au carnet d'adresses de l'agence Balthazar, spécialisée dans le domaine du vin, et de l'école alésienne d'œnologie Serwine, cette initiative a permis d'initier de belles perspectives de développement pour notre terroir et nos producteurs. Bon, alors l'intérêt, il est avant tout rechercher la curiosité d'un terroir que je ne connais pas. Après, j'en ai déjà entendu parler. Et on a de très belles découvertes. Et puis, on a aussi une rencontre avec les vignerons qui est vraiment très sympa. Il y a des vins qui méritent quand même d'être bu et puis d'être analysés. Et puis, je l'espère peut-être, pourquoi pas, être sur la table ou ne serait-ce que sur les buffets au Quai d'Orsay. Plébiscitée par les 300 personnes présentes, cette première a été parrainée par le chef étoilé alésien Sébastien Rath et par Michel Hermé, restaurateur et président d'honneur de l'Union de la sommellerie française. Cet événement s'inscrit parfaitement dans le plan alimentaire de territoire, adopté à l'unanimité par Alès Agglomération, et qui vise notamment à favoriser les liens économiques entre territoires ruraux et territoires urbains.
Les arts qui viennent à la rencontre des jeunes. C'est la philosophie de la manifestation Artistes au lycée, portée par la scène nationale Le Cratère. L'établissement alésien Jean-Baptiste Dumas a ainsi accueilli 26 représentations du 10 au 14 février, juste avant les vacances d'hiver. Je crois qu'on a quand même une population globalement en France, pas que pour les lycéens, mais qui est assez éloignée des lieux de spectacle. C'est un effort à faire que de se rendre à la scène nationale, au cinéma parfois. Et là, les artistes viennent à leur rencontre. Donc je pense que c'est leur apporter une palette à laquelle ils ne sont pas habitués. On a vu le chant lyrique, c'est quelque chose que nos jeunes, naturellement, sauf s'ils ont des parents qui sont versés dans ce domaine, n'iront pas voir. Et là, c'est quand même un plus pour eux que de pouvoir bénéficier de cette palette et de cette ouverture. Donc c'est franchement enrichissant et généreux de la part du Cratère et des artistes. Des numéros de cirque contemporains qui mêlent prouesse technique et humour au cœur des ateliers de mécanique auto de JBD, comme avec la compagnie La Mondiale Générale. Arrête là, qu'est-ce qui se passe? Tu gigotes. Non. Senti? Oui, toi? Ouais. Allez. Des rencontres, des ateliers, un public sous casque pour du théâtre immersif permettant d'aborder avec sensibilité la question de l'intime, avec Juliette Alain dans le processus. Mais non mais t'aurais pu me dire que t'étais prête. Eh bien je sais pas, je t'aurais emmené voir une gynéco qu'elle te mette sous pilule au moins. Et c'est qui le petit con là? Je le connais. Pourquoi il s'est pas protégé lui? Et le sida? Vous y avez pensé? Non mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Je sais pas, ils vous ont expliqué quand même, non? Mais aussi de la danse hip-hop ou du chant lyrique à travers les interventions de La Grande Garabagne. Une quinzaine d'artistes s'est produite sur cette 28e édition, devant près de 2000 lycéens qui ont ainsi pu profiter d'une programmation éclectique, conçue pour interroger et émouvoir, sensibiliser, provoquer le choc artistique. C'est un événement unique en France, c'est-à-dire une immersion totale comme ça pendant 5 jours avec, selon les années, entre 6 à 8 compagnies qui vont faire des impromptus dans les classes, dans les gymnases, dans les salles de polyvalentes. En fait, il y a un attachement qui s'est créé presque... une intuition en fait pour les élèves dès qu'ils arrivent en seconde, ils savent qu'il y a cet événement, donc de génération en génération ça fait sens. Je rappelle que le Cratère c'est une scène nationale qui a cette mission d'éducation artistique et culturelle, donc c'est vraiment dans l'ADN du Cratère de faire ce type de mission. Le breakdance a fait sa première apparition aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une vraie reconnaissance pour la discipline. Et sur Alès Agglomération, nous avons des talents très prometteurs. J'accueille Océane Prat, 12 ans, dans la rubrique Talents d'ici. Salut Océane. Salut. Alors tu pratiques le breakdance au sein de l'association All Style à Alès. Oui. Tu es coachée par Jawad Frika depuis presque 3 ans. Et l'année dernière, je crois que tu as obtenu le titre de vice-championne régionale dans la catégorie des filles de moins de 16 ans. Oui. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le breakdance ? Ce que j'aime particulièrement dans le breakdance, c'est le fait que ce soit une discipline très complète. Donc on peut y retrouver de la musicalité, de l'attitude, de l'originalité, de la technique et du vocabulaire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le breakdance et pas un autre style de danse ? Ça s'est passé lors d'un événement All Style, donc j'ai trouvé ça bien, j'ai fait des essais et ça m'a plu, du coup j'ai continué. Dans le milieu, je crois que tu as un nom de scène. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire à quoi ça sert ? Oui, alors un nom de scène, ça sert à se faire reconnaître dans le milieu du breakdance. Donc on peut se faire plus reconnaître. Donc par exemple, si on change de région, si on va dans des événements, dans des battles, on se fait appeler comme ça au lieu de notre prénom et on va être reconnu comme ça. Toi, c'est Big Girl aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu l'as choisi ? En fait, à la base, du coup, moi je m'appelle Océane, donc j'ai pris les 2 premières lettres de mon prénom, mais franchement, ça s'est fait naturellement. J'ai même pas réfléchi à m'appeler comme ça, mais voilà. Parle-nous un petit peu de tes entraînements à All Style. Comment ça se passe et combien de fois est-ce que tu t'entraînes par semaine ? Alors déjà, on est coaché par Jawad Frika principalement, mais après on peut y retrouver aussi 2 autres entraîneurs, donc Lucas et Lionel, qui nous coachent le lundi, mercredi et vendredi. Il y a aussi des cours le mardi, mais moi je les pratique pas. Après, on s'entraîne aussi chez nous, donc ça permet de se perfectionner dans le milieu,
ou d'apporter des petites touches au passage ou des trucs comme ça. Comment tu fais pour t'entraîner chez toi? Tu choisis une musique que tu aimes bien et tu danses dessus? Oui, voilà, c'est ça. On peut y retrouver plein de sons et tout. Mais après, dans les battles, les musiques, elles sont pas choisies. On les connaît pas à l'avance. Donc, à l'entraînement, on peut les choisir. Mais par exemple, si on peut s'entraîner chez nous, on met juste une musique et on s'entraîne. Quel est ton secret pour être une si bonne danseuse à seulement 12 ans? Est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Oui, franchement, il n'y a pas de secret. C'est le fait de s'entraîner. En cours, on demande le plus de conseils possible. On a des coachs super bien qui nous donnent le plus de conseils. Et après, on fait tout. On s'entraîne aussi à la maison pour se perfectionner. Tu as appris à danser en solo, en duo et aussi en collectif. Je crois qu'on dit en crew. Oui, qu'est-ce que tu préfères, toi? J'aime bien tout, mais après, je dirais que je préfère plutôt le solo parce que on peut pas regretter d'avoir perdu, par exemple d'être avec des gens plus forts que nous. Du coup, on peut pas culpabiliser des trucs comme ça. En fait, en solo, on compte que sur soi-même et je trouve ça mieux. Tu dois donner le meilleur de toi-même à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. Parle-nous un petit peu des battles. Comment ça se passe un battle de breakdance? Alors, un battle de breakdance, ça s'organise soit en 1 contre 1, soit en 2 contre 2. Donc, les danseurs vont danser l'un contre l'autre, chacun son tour, sur une musique, comme je l'ai dit avant, pas choisie à l'avance. D'accord. Et une fois le battle terminé, les juges ils vont soit faire ce signe, donc c'est cette personne qui va gagner, ça ce signe, donc c'est ce danseur, et soit comme ça, donc il y a égalité, où on dit plutôt tie-break. Donc s'il y a tie-break, les danseurs redansent une fois chacun leur tour. Et après, du coup, il y a encore une fois une délibération, sauf que les juges, là, ils n'ont pas le droit de faire tie-break. Et comment sont comptés les points? Comment on sait si on gagne ou pas? Du coup, les points, ils sont comptés sur 5 critères. Donc, l'originalité, le vocabulaire. Qu'est-ce que tu appelles le vocabulaire en danse? Le vocabulaire, c'est le fait de faire des footwork, d'avoir une multitude de mouvements dans nos passages et tout. Et tu parlais de 5 critères, du coup? Oui, donc il y a l'originalité, du coup, le vocabulaire, la musicalité, la technique et l'attitude. D'accord. Tu te déplaces, toi, souvent en région. Je crois même que tu as été jusqu'au Maroc pour danser. Pourquoi est-ce que tu te déplaces aussi souvent? Dans le milieu du breakdance, c'est important de se déplacer de région en région ou même de pays en pays pour tout simplement se faire reconnaître et aussi d'échanger avec différentes équipes, différents coachs et aussi de pouvoir connaître le niveau d'autres élèves, d'autres danseurs. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être ton meilleur souvenir depuis que tu danses? Alors, des meilleurs souvenirs, j'en ai plein. Mais je dirais que j'ai beaucoup aimé la Bretagne. On a été en Bretagne en été 2023 et 2024. Donc, on a été coaché toute la semaine par un b-boy nommé Sibri de la compagnie On Off Crew. Et il nous a coachés pendant toute la semaine, matin et après-midi. Et on a pu faire des échanges, travailler le contrôle du corps, les freeze, les footwork, et c'était génial. Et le championnat régional, alors, comment ça s'est passé? Eh bien, le championnat régional de 2024, donc, il s'est passé à la Grande Motte. C'était pour se qualifier pour le championnat de France de 2024, du coup. Il y avait des juges. Et ça s'est passé comme un battle classique, sauf que si on arrivait premier, on était directement qualifié pour le championnat de France. Donc moi, j'ai été finaliste, mais je suis quand même allée au championnat de France. Et j'ai terminé 6e au championnat de France. Donc ça m'a permis de rentrer dans la liste des espoirs, dans la liste ministérielle des espoirs. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, j'étais sous le choc, surtout, parce que ça faisait seulement 2 ans que je dansais. Et je ne m'attendais pas à atteindre un niveau élevé pour 2 ans de danse. Est-ce que tu t'entraînes actuellement pour un autre championnat, un autre concours? Quels sont tes projets? Là, j'ai des objectifs. Donc, c'est le championnat régional de cette année. Et du coup, le championnat de France qui approche aussi en 2025. Tu dois savoir que maintenant, le breakdance est représenté aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça te ferait rêver d'intégrer l'équipe de France?
J'aimerais beaucoup rentrer dans l'équipe de France féminine, mais après, il me reste encore beaucoup de travail pour y atteindre. Mais après, ça m'a l'air bien quand même, parce que déjà, on pourra faire des battles de haut niveau et s'entraîner rigoureusement pour atteindre un meilleur niveau encore plus. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes comme toi qui aimeraient découvrir le breakdance, mais qui peut-être n'osent pas ou sont un peu intimidés ? De venir chez All Style. Non, mais en vrai, il ne faut pas être intimidé parce que dans le breakdance, il n'y a aucun jugement. Faut pas être timide parce que en fait, on a tous commencé par là. Et c'est en s'entraînant qu'on va progresser. Après, il faut se donner des objectifs pour être de plus en plus fort et de faire de plus en plus des bons battles. Merci beaucoup, Océane, d'être venue. Tu as un très beau parcours. On te souhaite d'aller loin. Tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. On part maintenant à Sandras pour visiter le château de la Fare dans la rubrique Histoire d'ici. Vous passez sûrement devant son haut portail et peut-être qu'il vous intrigue. Situé à Sandras, le château de la Fare a été la résidence au XVIIe et XVIIIe siècle de la prestigieuse famille qui lui a donné son nom. En 1720, Philippe-Charles de la Fare, qui était déjà mousquetaire sous Louis XIV, est fait gouverneur de la ville d'Alès. Au fil du temps, le château a eu plusieurs propriétaires et s'était forcément beaucoup dégradé au point de devenir inhabitable. Mais en 2012, Janet et Philip Barnard Brown, un couple d'Australiens, en est tombé amoureux lors d'un séjour en Cévennes. Après avoir vécu et travaillé pendant 18 ans au Royal Mews de Buckingham Palace, ils ont décidé de quitter Londres pour s'installer au château et depuis, ils travaillent sans relâche pour rénover et sauver ce patrimoine cévenol. Bienvenue and welcome to Château de la Fare. We are Philip and Janet Barnard Brown and we are the very proud owners of the château. We are two Australians who have lived in London for 20 years. But we've always loved France. I never dreamt that we would come to live in France. I think Philip needs to tell you why we are here. So in this relationship, I'm the dreamer. Mm-hmm. I'm the one who believes you should not just dream your dreams, but also live your dreams. This is why I had to have a chateau in my life. We have so many stories to tell you. We have done so much restoration work. We have put so much love and care into the chateau. But our challenge today is to share just 3 things with you. For the last 5 years, we have been gradually restoring, working hard to bring the chateau, we feel, back to life. So 6 months ago, this room was completely derelict. And for me, I think this room is now one of my favourites because it also has a secret. And if you follow me, I will share it with you. And this takes us from the modern restoration of the chateau here back to the 12th century, where it all began. Follow me into the 12th century story. We like the fact that you come through a secret door into the older part of the chateau, and we want to make this particular room something very special, like you're stepping into a jewel box or stepping back in time. So it's going to be I hope, a really beautiful little petit chambre very soon. One of my favourite objects here at Château de la Fare is this portrait of Joseph Dumoulin. Joseph purchased the chateau back in the early 1900s, and he and all his family lived here through most of last century. And the one really nice thing we have is his travelling trunk, which has come back to where it once left from. So I think if Joseph was still here with us, he would be very happy to have come home to his ancestral chateau. So part of our restoration process here was to discover what was here before. And we are very lucky, we actually found on the internet some old postcards in black and white from around 1900. And the important element for me was to see what was here before. And in this case, the top of the turret there had been removed. So my next job then was to rebuild the turret
to restore the chateau to its original look. Because without those, it didn't look complete. But it actually was going to be a really difficult job to do. And whenever we talked about it to people, they all said, no, you can't do that. It's too hard, it's too dangerous, it's too high. But because he's Philip, he had to make it work. And because I'm his wife, I had to help him make it work. But now we have more work to do, and I'm sometimes not sure where to go next. So, Phil, what do you think? Well, let me see. We've done 2 levels, and now all we have left is another 2 levels. The question is, where do we start next? Avec l'arrivée du printemps, le mois de mars est chargé en événements à ne pas manquer. Et cette fois-ci, je reçois Bernadette pour vous en parler. Bonjour Bernadette. Bonjour. Le mois de mars, c'est le mois du fameux festival de cinéma d'Alès Itinérance. Et cette année, je crois que les animaux sont à l'honneur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je vais vous parler d'animaux. Effectivement, c'est le printemps, la nature se réveille. Et donc, je vous ai trouvé 4 événements autour des animaux. Je ne commence pas par Itinérance, je commence par la fête de la nature et du vivant à Tornac, le 8 mars. On retrouve sur place, bien sûr, des ventes de produits du terroir, mais aussi des animaux de la ferme qu'on peut découvrir pour ceux qui sont urbains et qui ne connaissent pas les animaux. C'est bien pour emmener les enfants. Et puis aussi des reptiles, un peu moins sympas, ça dépend si on aime, et des insectes. D'accord. Insectes également avec le printemps des enfants. Cette année, donc, on retrouve le printemps des enfants pendant un week-end, les 15 et 16 mars prochains, au pôle culturel de Rochebelle. Attention, c'est 100% gratuit. Super. Et il y a pléthore d'animations. Donc, autour des insectes, avec une exposition interactive, avec des terrariums pour découvrir ces petites bébêtes, avec la possibilité d'observer des insectes à la loupe, avec des gestes de protection à découvrir, notamment pour protéger les abeilles, avec un DJ pour mixer des sons autour des sons des insectes et faire de la musique à partir des bruits des insectes. Et puis avec différents ateliers de travaux manuels pour découper, dessiner des insectes, faire des tas de choses autour de cette thématique. Sur ce week-end également, des choses un peu plus traditionnelles avec escape game, laser game, petit circuit de cartes électriques sur le site et puis des ateliers en robotique et en astronomie. Donc de quoi vraiment passer un week-end très rempli et je le rappelle, tout est gratuit. Troisième événement, vous en parliez, le Festival du cinéma Itinérance qu'on retrouve du 21 au 30 mars prochain, avec en fil rouge cette année, effectivement, les animaux. 200 films au programme sur ce festival, dont une vingtaine dédiés au jeune public, et donc effectivement des films qui parlent d'animaux volants, terrestres, aquatiques, des choses qu'on connaît, comme les aristochats par exemple, et puis des choses un petit peu moins connues. Des personnalités qui vont se déplacer sur le Festival du cinéma, comme d'habitude. Cette année, Bérénice Bejo et puis Sergio Lopez qui seront présents. Donc voilà, de quoi en prendre plein les yeux pendant toute une semaine de festival. Je vous rappelle que la billetterie, vous la retrouvez sur itinérance.org. Et puis dernier rendez-vous, une exposition canine au parc des expositions de Méjeanne-les-Alès, les 29 et 30 mars. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, 5 € pour les plus de 12 ans, donc ça reste accessible et on peut découvrir des tas de chiens et puis éventuellement voir comment ça se passe en termes de confirmation. Donc quand on a un chien de race et qu'on veut qu'il soit confirmé, donc voilà, plein de choses à apprendre ce mois-ci. Retrouvez évidemment l'ensemble de l'agenda sur le journal de l'agglomération et puis sur alès.fr. Eh bien, merci Bernadette pour cet agenda très complet. De rien. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, le président d'Alès Agglomération se fera un plaisir d'y répondre lors de son Facebook Live du mardi 25 mars. Quant à nous, on se retrouvera pour un nouvel épisode d'Alès Agglo l'émission le 1er avril. Merci beaucoup. Au revoir.